Troisième figure, un petit peu historique, unité-activité, l'impact de l'activité humaine sur notre santé, c'est des enjeux de santé publique. Voilà, tout le coup, des déchets classiques, etc. Il va attirer votre attention sur deux trucs. En gros, l'histoire du sang contaminé et de l'amiante, ça a laissé quelques traces. C'est ça qu'il faut. Alors, vous avez un machin, ça s'appelle le bisphénol A. Tout le monde en a entendu parler, le BPA, c'est le petit espèce. Regardez, en 2011, à la surface de la planète, on en a produit 5,5 millions de tonnes. Ça fait un peu plus de 5 milliards de kilos. Globalement, ça veut dire par personne, directement ou indirectement, on induit la consommation d'1 kilo de bisphénol A par an par tête de pipe. Le bisphénol A est un produit extrêmement pratique, un bon antioxydant, facile à produire, pas cher. C'est pour ça qu'on en produit pas de bol. L'académie a progressé. On était avant dans une logique où c'est la dose qui fait le poison. Et ben, il y a un effet cumulé. Et quand vous êtes dans cette logique-là, la seule solution, c'est l'interdiction croissante. Notamment, par exemple, dans les contenants agroalimentaires. Ah, le Graal en Bretagne, c'est de faire une boîte de conserve. La boîte de conserve, c'est bien, parce que ça dure dans le temps et ça évite le gaspillage. Donc, c'est de faire une boîte de conserve sans bisphénol A et facile à recycler. Sans aluminium. Comment ? Et sans aluminium. Parce que, si vous voulez, la bonne boîte de conserve en acier, avec le truc dedans, son petit coup de vernis, c'est pratique. Il y a les filières qui sont bien mises dedans, paf, on envoie ça dans la sidérurgie, dans le convertisseur, toutes les molécules organiques brûlent, remarque. Vous voulez faire en plastique? Ah ouais, c'est compliqué le plastique. Parce qu'il y en a des poreux, des pas poreux, des machins, donc il faut avoir bon. Et donc, ça veut dire que ça devient. Et nos amis de l'ADEME, je dirais, disent ah, attention, emballage perturbant, et plaque, je suis surtaxe. Donc, je dirais, il y a des vraies questions sur le sujet. J'ai une question. C'est très intéressant parce que vous faites cette remarque. Aujourd'hui, en fait, la question qui se pose, c'est la difficulté d'une entreprise qui existe déjà, qui a un business model qui fonctionne, de le faire évoluer et l'adapter. Et en fait, comment pousser ou inciter ce type de PME, des startups ou ETI à changer leur business model? Donc, c'est dans l'air interne. J'ai vu, il y avait un article dans le Monde cette semaine, je crois que le coût des perturbateurs endocriniens, c'est ça dont on parle, c'était 42 milliards d'euros pour l'Europe. Et donc c'était annoncé comme sous-estimé. Bon. C'est pas que logique, la peur de la cassation, du machin, etc. C'est aussi une histoire de sous, quoi. C'est-à-dire c'est des coûts de santé publique. Donc, ça commence à se préciser parce que quand on dit la dose fait le poison, c'est un dôme qui est détruit, c'est quelque chose de très important, de récent. Et maintenant, la question, c'est de se dire, je suis à la place de l'État, comment je fais? Donc, en général, ce qui se passe, on l'a vu pour le bisphénol A, je se dis, attention les gars, dans 3 ans, c'est terminé. Voilà, ils sont entendus, t'as 3 ans pour cette pas. C'est ce qui est en train de se passer dans le bisphénol A, alors qu'on sait que c'est pas possible, qu'on va faire du bisphénol C, des machins, il y a un vrai problème. Et à côté de ça, on va avoir aussi des lobbies qui vont se mettre en route et qui vont tout faire, je dirais, pour reculer au max les échéances. Mais après, tu peux avoir des entreprises, j'accompagne une entreprise, c'est leur métier de base, c'est des professionnels, des pros, alors on va dire des emballages agroalimentaires en plastique injecté, vous savez, pour les plats cuisinés. Clients, Bonduel, Bongrain, etc. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on en parle. Et ça y est, ils ont compris, c'était dur pour eux. Ils disaient, mais Hervé, ça n'arrivera jamais, l'Europe ne peut pas faire ça. Et là, ils sont en train de bosser avec des algues-opaques, des matériaux biosourcés, des machins. Et ils sont en train d'essayer sur des technologies alternatives pour faire des boîtes de conserve et de prendre un positionnement différenciant, je dirais, par rapport à la concurrence. Comme par hasard, il commence à y avoir des grands acteurs qui commencent à venir les voir. Donc, mais c'est un travail. Et là, la question que tu poses, c'est la question de
comment on fait prendre conscience à des PME de l'enjeu, et que ça prendra un certain temps, mais que ça arrivera. Et après, ça posera d'autres questions. Est-ce qu'elle a les moyens toute seule? Est-ce qu'il faut l'inscrire dans un réseau d'éco-entreprises où ils vont mutualiser des choses? Donc, ça, la question. Donc ça, c'est une première. La deuxième, c'est la qualité de l'air intérieur. Voilà. Et les travaux ici. Bon, bah, c'est pas terrible. La qualité de l'air intérieur. Sachez que 30% des crèches françaises n'ont même pas de BMC. On avait un décret, une loi qui devait imposer le contrôle de la qualité de l'air intérieur dans tous les établissements recevant du public à destination d'enseignement, en commençant par les crèches et les écoles primaires. Donc notre nouvelle ministre de l'Environnement, je ne citerai pas le nom, a repoussé je dirais, ce décret. Parce que ça coûtait trop cher pour les collectivités territoriales à faire un truc. Mais il y a une vraie problématique de fond et quelque part il y a un marché de la peur qui s'ouvre. Dans des bâtiments tertiaires, on a des problèmes de productivité liés à la qualité de l'air intérieur. 12% des Français souffrent d'allergies respiratoires sévères. C'est tarif à peu près. Et ça augmente. Et donc on a un marché de la productivité lié à la qualité de l'air intérieur. Okay. Donc nous on accompagne l'initiative dans ce sens, on a eu. Est-ce que vous avez des exemples? Développer un appareil portable personnel pour pouvoir mesurer l'exposition permanente, intérieure-extérieure, toute la journée, par rapport à ces polluants, y compris pour des personnes sensibles ou particulièrement exposées, en France et bien sûr à l'étranger, en s'appuyant sur des données extérieures, bien évidemment Air Tarif entre autres, mais en réfléchissant à un modèle plus large de type le Waze de la qualité de l'air, puisque tout le monde va pouvoir donner des informations, mutualiser encore sous forme de big data des informations de prise de mesure de droite et de gauche pour identifier les bouchons de pollution, si je suis la métaphore jusqu'au bout. Et d'un côté, vous avez une maire à Paris, Madame Hidalgo, qui a dit que c'était quand? C'était en 2020 où on faisait une ZAPA, une zone d'accès privilégiée vers plus droit de biodiesel, etc. dans Paris. Donc, quelles sont les solutions en termes de logistique du dernier kilomètre qu'il va falloir mettre en œuvre? Enfin, il y a plein d'opportunités à développer. Est-ce que vous avez d'autres initiatives? Oui, Samuel. Bien le remplacement des plastiques qui sont source d'émissions de CO2. Donc là, on a une start-up assez plutôt émergente encore, mais qui développe un nouveau matériau à base d'un mélange utilisant à la fois du lin et des bioplastiques. Culturing, tout à fait, qui a candidaté l'année dernière, qui mène son petit bonhomme de chemin, à son rythme, ça avance, avec une belle technologie, avec un matériau de substitution qui peut être vraiment intéressant, donc pour l'instant plutôt orienté agencement intérieur, décoration intérieure. Oui. J'ai une expérience déjà en entreprise. J'ai travaillé chez le Prieuré dans le Loir-et-Cher, qui fait des toitures et des façades végétalisées. Et donc on a fait un test avec le Grand Lyon. Donc à Lyon, on avait demandé au Grand Lyon une toiture végétalisée d'à peu près 200 mètres carrés pour faire des tests. Et on s'est aperçu que non seulement la qualité de l'air est meilleure, mais aussi ça fait isolant thermique, parce que ça fait baisser la température dans les grandes villes de 5 degrés en plein été. Quand il fait la canicule de 35 degrés, on peut abaisser, parce qu'il y a plein de béton autour, donc il y a pas de végétation. On a des îlots thermiques extrêmement forts dans les villes, qui posent des vrais problèmes de consommation pour les filles. Non, maintenant ça se développe beaucoup les toitures, les façades. Ok, quoi d'autre? Yes. Nous, on a la société Etera qui fait de la mesure de la qualité. Etera, ouais. Reconnu. Et on a également aussi la société Air Serenity qui clean l'air intérieur par une technologie plasma, c'est-à-dire qu'elle détruit tous les polluants qui sont à l'intérieur d'une pièce. Air Serenity. Ok. Donc il y a un certain nombre de technologies sur le CIF, Yes. C'est pas le start-up que j'accompagne parce qu'elle a levé 100 millions d'euros. Mais...
mais c'est quand même une start-up. On parle de tous ces objets, en fait, les objets connectés. Là, on dit j'ai des capteurs, je vais chercher l'info. Cette info, en fait, c'est des capteurs. Ces capteurs mesurent l'air dans les maisons, tout ça, et puis ça va émettre des signaux. Ces signaux, c'est pas le GSM qui va les récupérer, c'est 860 MHz, fréquence moyenne, libre. Le Sigfox à Toulouse a prise. A créé une société, il met des antennes partout, et c'est le réseau, ça va devenir le réseau mondial des objets connectés. Air Liquide et les Suez ont investi dedans, avec d'autres investisseurs. Je la mets en exemple parce que, voilà, on parle de beaucoup d'objets connectés, on y a des capteurs, il y en a partout, mais après il faut transmettre l'info. Et si on prend du GSM, hein, c'est comme prendre une trottinette pour aller sur l'autoroute. En fait, le GSM va coûter beaucoup trop d'énergie pour le capteur. Et voilà, des business se créent, et les grands groupes investissent parce qu'ils se disent on ne sait jamais combien c'est dedans, et puis les startups peuvent se développer parce qu'elles comme ça, elles ont un réseau qui leur permet de... Voilà, tout ça, je ne sais pas si c'est circulaire, mais en tout cas, c'est des chaînes de valeur. Et chacun apporte sa brique. Donc, si on parle de business model là-dessus, quelque part, vous pouvez avoir 3 leviers. Vous avez le premier levier, c'est le levier de la réglementation. Le bisphénol A est interdit. C'est comme ça, rien à circuler, il faut trouver une solution de substitution. Ceci est un étui de carte bancaire. Ça, c'est fait, je dirais, en 50% plastique, 50% algues. On est en train de mettre des produits, substituts de plastique, 100% algues. Bon. Le gros avantage, c'est que les algues ont une vertu plastifiante. Donc on peut faire des plastiques injectables, sans phtalates, sans plastifiant, donc garantie sans perturbateur endocrinien. Donc, et dans un business model comme ça, vous avez il y a une réglementation, je suis obligé, il faut que je trouve une solution de substitution. Première logique. La deuxième logique, ça peut être ce que j'appellerais le marché de la productivité. Une entreprise a intérêt à ce que ses collaborateurs soient en meilleure santé parce qu'ils bossent mieux. Voilà. Bon, cette qualité de l'air, machin, intérieur, extérieur, etc. Et vous avez un marché de la santé aussi. Quand on raisonne avec Ventilaire-Sec, on mis sur le coup sur la chambre des enfants, sur les allergies, etc. Quand vous allez sur les sites web, sur les forums, pour voir les gens qui sont allergiques, polyallergiques, en allergie respiratoire, et qui cherchent désespérément des solutions, et ils s'échangent des données entre eux pour accéder à des machines professionnelles qui iraient liées par exemple au secteur hospitalier. Et donc là, il y a un véritable marché qui est en train de se mettre en œuvre. Et derrière, vous avez par exemple le marché de la peur autour de la chambre de bébé. Aujourd'hui, il est inconcevable de mettre sur le marché du mobilier pour la chambre de bébé sans qu'elle soit hyper nickel au niveau des odeurs, des machins, etc. Parce qu'autrement, la maman met le truc, elle met dedans. Alors déjà, on a fait la chambre de bébé, on a refait la moquette, les machins, etc. Paf, on colle les meubles. Moi, c'est arrivé à une de mes collaboratrices, elle a donné 30% des meubles qu'elle a achetés. Elle dit, mais attends, ça pue. Je dis, je ne vais pas mettre mon bébé dans une chambre comme ça. Hein. Nous, on voit des projets, nature même, machin, tout qui s'inscrivent dans cette logique. Hein. Là, on est plutôt côté consommateur. Clair là-dessus ?